Depuis un mois, des travailleurs et des travailleuses occupent le théâtre de l'Odéon pour dénoncer les mesures antisociales du gouvernement. C'est l'un des théâtres les plus prestigieux de France. Et ce soir, on vous emmène à l'intérieur rencontrer celles et ceux qui font vivre cette lutte. Et ce soir, ça tombe bien, les occupants reçoivent David Dufresne pour une projection clandestine de son film Un pays qui se tient sage. Que la lutte soit avec vous. Et du coup, vous allez dormir ici ce soir ou... Oui. Ah, c'est la plus ok. Une petite, on attend. Les occupants ne travaillent pas tous dans le monde du spectacle. Marie-Noël, par exemple, est guide conférencière. D'ailleurs, c'est elle qui nous fait la visite guidée. Une douche pour 42 personnes. Ça se passe bien. Par contre, on la garde, la douche. Je plaisante pas. C'est un petit territoire conquis qu'on ne veut pas perdre. Pardon. Hop, allez. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dort dans la douche toutes les nuits. Pour être sûr que le matin ne soit pas fermé à nouveau. Oui. Ah ouais. Oui, d'accord. Tout est C'est stratégique. une ZAD. Une douche ZAD. 5 étoiles, mais oui. Donc là, c'est là que dort la personne. Et c'est plutôt pour les insomniaques. Pourquoi ? Parce qu'on peut se doucher jusqu'à 1h du matin. Ah oui. Et à partir de 6h30. Donc celui ou celle qui dort là, il ne peut pas dormir avant 1h et il doit être parti pour 6h30. Voilà, on a Corneille qui baille au Corneille. Nous avons aussi Racine qui prend Racine de l'autre côté. De temps en temps, voilà des petits mots. On est 42 ici. 21 femmes, 21 hommes. En fait, dès que quelqu'un sort, quelqu'un rentre. Donc il y a la commission renouvellement ici, qui ont un sacré boulot puisqu'ils doivent, dès qu'il y a des sortants, trouver des rentrants, des militants ou des intermittents, soit du spectacle, soit de l'emploi. Donc intermittents de l'emploi, c'est nous, les guides conférenciers ou les extras de l'hôtellerie-restauration qui sont sans aide Covid depuis 1 an. Donc c'est une difficulté, effectivement. C'est là qu'on fait les AG 2 fois par jour, les assemblées générales. Là-bas, il y a la commission banderole, vous voyez, ils sont en train de faire les banderoles. Ici, il y a une salle de réunion où des personnes dorment aussi, on dort un peu où on peut. Et là, tous les jours, à 14h. Nous, on se tient ici, puisque c'est le lieu de visibilité, finalement, où on peut aussi interagir avec les gens qui se déplacent pour l'Agora, où on chante les slogans, etc. Voilà. Ah, putain, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est C'est symbolique d'occuper l'Odéon, ça a déjà été occupé. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, cette occupation ? L'Odéon est un établissement public, c'est un théâtre, c'est une mobilisation qui est partie de la fédération CGT du spectacle, par des professionnels du spectacle, mais pas que. Quand on est arrivé ici le 4 mars, nous étions 50 ou 70 à rentrer et on ne s'attendait pas à cet élan de solidarité de la profession du monde du spectacle, comme d'autres professions qui se sont inscrits dans ce mouvement. Et aujourd'hui, il y a près de 100 lieux en France de théâtre, de grandes scènes nationales, de centres dramatiques, de théâtres nationaux qui sont aujourd'hui occupés et où toute cette réflexion traverse les assemblées générales et nous sommes en train de travailler une coordination de ce mouvement-là, en tout cas. qui est flagrant, c'est quand on arrive, il y a des gens de plein de professions différentes, parfois qui ne bossent pas dans la culture très exactement. Et est-ce que c'était voulu ça, qu'il y ait des gens qui représentent un peu toutes les professions ? Ça a été voulu dans le sens où ça fait plusieurs mois qu'on dénonce, aussi bien la Fédération du spectacle, les conditions dans lesquelles sont non prises en compte ce qu'on appelle les intermittents de l'emploi. C'est-à-dire ceux avec qui on se retrouve sur un tournage au moment du catering, par exemple, ou qui sont des gens qui ont les mêmes problématiques d'organisation du travail, des employeurs multiples, une discontinuité d'emploi et aucune adaptation concernant le régime d'assurance chômage de cette spécificité. Et les annonces qui ont été faites au printemps, cet hiver plutôt, de mettre en œuvre la réforme d'assurance chômage. Et avec cette annonce, il y avait également le fait de dire que cela permettrait de faire 1,3 milliard d'économies. Donc on se retrouve avec une réforme qui annonce que ce sont les plus précaires, ceux qui sont plus dans la difficulté,
qui vont en plus voir leurs droits abaissés et les conditions, il y a les deux critères, les conditions d'accès à l'assurance chômage qui sont rendues plus compliquées pour eux et en même temps les conditions de calcul pour définir leurs indemnités chômage qui sont là aussi abaissées. Donc c'est la double peine et la triple peine, c'est le fait qu'ils sont interdits de travailler depuis 1 an. Le plus urgent, c'est le retrait de cette réforme d'assurance chômage du régime général, le retrait de cette réforme qui devait se mettre en place au 1er juillet. Concernant les dispositions qui avaient été mises en place pour les salariés intermittents qu'on appelle l'année blanche, c'est-à-dire une prolongation des droits à indemnisation, qu'elle soit prolongée le temps que la situation n'ait pas retrouvé son niveau d'activité de 2019. On sait que quand ça va reprendre, ça va le faire comme ça l'a fait cet automne, c'est-à-dire un théâtre sur 10, en demi-jauge, c'est-à-dire qu'il y avait un professionnel sur 10 qui travaillait. Donc nous avons des chiffres pour l'année 2020. Et il y a eu 640 millions de salaires de versés en moins auprès des salariés intermittents du spectacle. Et le ministre qui vient nous voir en nous disant qu'avec 30 millions, il allait organiser et compenser cette crise. C'est hors de propos, hors de proportion. Dès que c'est possible, ouvrons les lieux, bien sûr, mais par contre, mettons en place un vrai plan de reprise, un vrai plan de relance économique. Et donc, les fameux 640 millions que j'annonçais tout à l'heure, c'est le minima qui doit être aujourd'hui posé sur la table pour rattraper et créer cette dynamique. Ouais. Ce soir, il y a une projection de ton film ici. Qu'est-ce que ça fait justement d'avoir ton film ici, à l'heure où tous les cinés finalement sont fermés dans cette occupation, dans ce lieu en lutte? Je ne savais pas trop quoi penser. Et puis tout à l'heure, quand j'ai vu les gens arriver, s'installer sur les marches et tout, je me suis dit, c'est des petits moments de la vie qui sont quand même bien chouettes, quoi. C'est simple, c'est un drap, c'est des bouts de ficelle qu'on a tendus pour que l'écran ait l'air d'un écran. Et sous les masques, je voyais les sourires, quoi. Je voyais les sourires de ces gens qui sont là depuis 3 semaines et qui, je trouve, sont d'une ténacité, d'une vivacité, d'une bonne humeur salutaire, quoi, voilà. Donc là, ils sont en train de regarder le film. Alors c'est sûr que quand tu fais un film comme ça, que tu destines au cinéma, tu ne le destines pas à une ZAD dans le quartier d'Aton. Mais c'est super chouette. Non, c'est chouette. Alors, ce qui est très étrange, si tu veux, c'est le titre du film. Parce que le film, le titre au départ, Un pays qui se tient sage, c'est vraiment une référence à Mantes-la-Jolie. Ce flic qui filme les lycéens, qui dit « Ah, voilà une classe qui se tient sage ». Le titre du film, c'est vraiment une réponse à ça, comme un retournement de stigmate. Quand le film sort, en septembre 2020, il y a les rumeurs de confinement, et en fait, effectivement, il va rester à l'affiche 15 jours, et la 3e semaine, il y a le couvre-feu, et ça veut dire que la vie du film est cisaillée, si tu veux, mais pendant les projections, qui s'étaient déroulées un peu avant la sortie officielle du film, il y avait la montée comme ça de la crise sanitaire, et de qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Et qu'est-ce que c'est que la sagesse? Qu'est-ce que c'est que la sûreté sanitaire? Qu'est-ce que c'est que la sécurité policière? Qu'est-ce que c'est que toutes ces questions-là? Donc il y avait un truc, quelque chose. Le titre avait une résonance, changé de résonance. Et là, ce soir, le titre prend une autre résonance. C'est-à-dire que ces gens-là, qui tiennent l'Odéon, ne sont pas sages. Et ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a 80-90 lieux dans toute la France, et même à l'étranger, qui sont occupés par des gens du spectacle, dont il faut rappeler que
le mot d'ordre, ce n'est pas que le spectacle. C'est contre la réforme du chômage et contre la précarité. C'est-à-dire que c'est ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est pas un mouvement corporatiste. Ça part du ventre, ça part de la difficulté à ne pas pouvoir être dans la culture parce que tout est fermé, parce qu'on a considéré que, quand je dis on, que l'État a considéré et considère toujours que ça n'a aucune espèce d'importance, la culture. Alors qu'en plus, économiquement, c'est faux. C'est-à-dire que la culture représente en fait une bonne partie du PIB. Je veux dire, si on veut parler comme eux, si on veut parler comme le Bercy, c'est pas rien la culture. Mais on a dit, ça n'est pas essentiel. Et ces gens-là disent, fuck off. Fuck off. Malgré la difficulté de tenir au quotidien une telle occupation, la joyeuse bande reste déterminée. Les Césars de l'occupante la plus déterre. Ils ont fait le plus dur, ils ont ouvert la voie. Une centaine de lieux sont aujourd'hui investis par les travailleurs dans toute la France.